Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Action humaine, le podcast où est-ce qu'on vient explorer un peu les philosophies puis l'école économique autrichienne. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Vincent Geloso. Vincent Geloso, il a fait son doctorat en économie à London School of Economics. Il a fait aussi son master là-bas. Il a fait un bac en économie et politique à l'Université de Montréal. Puis jusqu'aujourd'hui, il y a plus de 60 recherches peer reviews dans les plus gros journaux économiques qui existent. Donc, ce nombre-là, il augmente assez rapidement parce que moi, je le suis sur Internet, puis à toutes les semaines, je vois une nouvelle publication ou une nouvelle recherche ou des nouveaux sujets qu'il est en train de rechercher. Euh, Vincent, il a un talent pour l'histoire économique, puis un peu l'histoire du Québec-Canada. C'est vraiment intéressant parce que quand on lit ses ouvrages, on vient vraiment voir une perspective québécoise et canadienne des recherches, puis des perspectives économiques qu'il y avait à chaque moment dans le temps là, au Québec puis au Canada. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment un benchmark au niveau de l'histoire économique ici au Québec. Vincent, il est actuellement professeur à George Mason University, une université qui est reconnue là, pour son département économique. Fait que pour moi, c'est vraiment un honneur de l'avoir avec nous dans notre podcast Action humaine. C'est un invité de grande qualité qu'on a aujourd'hui. Donc, Vincent, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir. Vincent, si tu veux nous partager un peu ton parcours, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es aussi passionné de ces sujets-là sur l'économie, la liberté, cette philosophie-là. C'est quoi tes combats à travers ça? C'est quoi qui t'anime dans ton parcours, là? Euh, J'en suis venu à devenir économiste vraiment un peu par accident. J'avais d'autres intérêts avant. J'avais appliqué en histoire de l'art, j'avais appliqué en psychologie, j'étais intéressé par le droit. J'avais fait des écartades via la politique, via le journalisme. Euh, j'ai eu un... J'étais toujours dans un... J'ai fini par faire un bac en économie, mais j'étais pas au début très intéressé par ça. J'étais curieux, mais sans plus au-delà des principes. Puis éventuellement, j'ai eu un cours d'histoire économique avec Leonard Dudley à l'Université de Montréal. Et là, j'ai eu un déclic absolument fascinant et je me suis mis à m'investir totalement dans l'activité d'être économiste. Puis à peu près dans parallèle à ça, j'ai eu une évolution intellectuelle. Je suis passé d'une sorte de centro-centriste vers éventuellement une petite flirtation avec le néoconservatisme et le conservatisme et éventuellement vers le libéralisme. Au fur et à mesure que j'étudiais l'économie, j'en suis venu à apprécier la complexité des systèmes humains et comment c'est vraiment impossible d'essayer de les planifier. Ce qui m'a amené un peu dans l'idée que d'accepter un peu les vieilles idées libérales que euh, tu peux pas si tu peux pas planifier une société, que l'État est naturellement attire ce que tu pourrais appeler des prédateurs, tant des gens qui veulent l'utiliser à leur propre fin ou des gens qui ont des visées idéologiques qui sont de dominer certaines personnes pour les changer d'une manière à ce qu'on les améliore pour leur fin à eux, à quel point ces tentatives-là ont souvent échoué. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir contraindre l'État à ses fonctions essentielles? C'est dur de définir c'est quoi les fonctions essentielles, mais un peu d'accepter que c'est une tâche de domestication de l'État. Donc, j'ai toujours été, depuis à peu près 2010-2012, largement dans la famille libérale, avec des va-et-vient entre libertariens. J'ai une certaine fascination avec les anarcho-capitalistes. Mais je suis largement OK d'être un peu flou à l'intérieur de la famille libérale, mais j'ai aucun problème à dire tout ce que je ne suis pas. Donc, je ne suis pas un illibéral, je suis définitivement un grand défenseur de, de, je dirais grand, là, mais dans le sens committed dans
dans l'idée des principes de la société ouverte, pacifique et avec une, une plus grande dépendance sur le rôle des marchés, des familles, de la société civile et un scepticisme naturel à l'égard de l'État. Maintenant, il y a des flous à l'intérieur de cette grande famille-là, mais c'est pas mal où est-ce que je me situe. Et les deux trucs ont évolué en parallèle, donc c'est pas... je suis un économiste qui est accidentellement libéral et je suis un libéral qui est définitivement un économiste. C'est parfait. Hey, puis, pour les auditeurs, là, quand on regarde la littérature libérale ou il y a eu une évolution dans le mot libéral. Fait que, tiens, mettons, on a les partis libérales, on a les partis conservateurs, on a des partis libertariens qui sont quasi non existants. Mais le mot libéral, c'est que dans certaines littératures, on va voir aujourd'hui de plus en plus le mot libéraliste classique ou classical liberal. Puis, est-ce que toi, dans le fond, quand tu dis je suis libéral, est-ce que tu te situes comme le classical liberal ou Oui, la tradition du classique? classique qui est Ouais. un peu une référence. C'est pas un terme très, les gens pensent à la musique classique quand tu dis ça, mais ce que ça veut dire, c'est la tradition telle que définie au 19e siècle avec, pour se distinguer d'une variante qui a émergé, puis Ouais. certains diraient le détournement du libéralisme. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une quote de Joseph Schumpeter qui était excellente. Il dit, les ennemis du libéralisme nous ont prêté le meilleur compliment possible en empruntant notre étiquette sans jamais appliquer aucune de nos idées. Exact. Donc, c'est un peu ça, mais le but de dire le classique, c'est de distinguer avec ce que des gens, par exemple, le Parti libéral du Québec se dit libéral, mais tu as une conversation avec André Pacte ou Charles Milliard, et il n'y a rien de... Bon, il y a des traces de libéralisme, de la même manière qu'il est écrit sur des gâteaux que tu achètes à l'épicerie, peuvent contenir des traces d'arachide. Donc, c'est à peu près la même chose. Ça existe, il y a un potentiel, mais c'est infinitésimal. Donc, non, le but, c'est de faire cette distinction avec ceux qui se sont réclamés de l'étiquette, mais qui ont rejeté pas mal l'essentiel des idées libérales. Maintenant, c'est important de souligner une chose, les économistes ne sont pas un groupe très idéologique. En fait, à l'exception de George Mason, qui est un gros groupe de libertariens qui sont présents à Mason, puis même à Mason, peut-être que les libertariens, c'est à peine 40% du département, ce qui est c'est gros pour la moyenne. Mais c'est pas un département dominé. En fait, mon meilleur ami dans le département est un social-démocrate. OK. Euh, le, la chose qui est unique aux économistes, c'est qu'on a un langage commun est lié à comment les gens font des choix, l'unité d'analyse étant l'individu. Donc, il y a des outils dans la pensée économique qui, je pense, facilitent certaines personnes libérales de s'y reconnaître et donc de pratiquer euh, la science économique, mais c'est pas l'économie qui est idéologique, c'est que les outils à l'intérieur de cette conversation-là attirent certains types de personnes un petit peu plus, mais encore une fois, tu prends la liste, par exemple, des derniers 10-15 prix Nobel, t'en as peut-être 2 ou 3 qui se réclament libéraux, les autres, c'est des sociodémocrates, Mhm. mais le langage commun, c'est celui qu'on appelle néoclassique, qui est en référence à tout ce qui en économie est né à fin du 19e siècle, où est-ce que l'accent, c'est sur les choix que les gens font à la marge. Donc, comment est-ce que les gens décident, comment est-ce que les gens font des choix, ça veut dire quoi? Des gens qui essayent de maximiser leur bien-être et comment est-ce que des ordres peuvent émerger de manière décentralisée? Est-ce que ces ordres-là peuvent être améliorés? Donc, là, tu vas avoir des économistes qui vont être plus sociodémocrates, qui vont dire oui, on devrait faire X, on devrait faire ça.
mais qui vont proposer des théories, par exemple, scientifiques de l'État. L'exemple classique, c'est Paul Samuelson, qui a il y a une justification scientifique qu'il propose pour l'État avec aucune justification de moralité dans cette théorie. Et donc, après, les économistes construisent à partir de ça, mais on a ce langage commun de l'analyse à la marge. Donc, c'est vraiment ce qui unifie la profession. Et t'as pas besoin d'être libéral pour être économiste, t'as pas besoin d'être économiste pour être libéral, mais c'est deux choses qui sont séparées, je pense. Et c'est important de souligner que tout ça pour dire que je ne pense pas que je suis un économiste libéral, je suis un économiste qui est accidentellement libéral. Ouais, ok. Parce que c'est ça, quand, mettons, on lit tes recherches, des fois c'est difficile. Bon, premièrement, c'est un langage intellectuel qui est très avancé, mettons. Puis là, ça devient difficile à essayer de comprendre tout ça. Mais après ça, quand on t'entend parler ou quand on te lit, là, c'est là qu'on sent vraiment, là, mettons, ton côté plus libéral. Fait que, par exemple, si j'ai ton livre Oh, mon Dieu. autour du libéralisme en 80 idées, ça fait que, et d'ailleurs, c'est un livre que je recommande à tout le monde parce que justement, il y a beaucoup d'histoires québécoises, canadiennes dedans. Puis on vient vraiment connaître un peu le fond de ta pensée là-dedans. Puis on vient qu'à comprendre c'est qui Vincent là, à travers ça, puis c'est quoi qui met de l'avant, lui, comme idée. T'sais. C'est que d'ailleurs, il y a un chapitre dedans que j'aimerais qu'on parle peut-être à la fin du podcast si on a le temps. C'est dans le fond le chapitre sur le grand nivellement là, de 1870 à 1913. Moi, j'avais déjà eu des idées là-dessus, puis je pense qu'on s'était échangé un peu sur X. Je pense que tu m'avais envoyé un petit quelque chose. Puis là, j'avais regardé, j'étais comme, ah oui, ça fait du sens. Puis finalement, je le retrouve là-dedans. C'est que je suis vraiment content. C'est que si on est capable, puis qu'on n'a pas fait le 1 heure, là, on en discutera. Okay. Après ça, pour les auditeurs, tu sais, mettons, moi, j'essaie vraiment là, d'apporter les idées autrichiennes d'économie. Par exemple, les auditeurs ils se disent, mais c'est quoi qui est si différent entre le mainstream puis l'école économique autrichienne? Toi, t'es un professeur là-dedans, t'es comme le meilleur placé pour dire un peu c'est où est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis ben, moi j'ai lu la littérature quasiment entière là, de Ludwig von Mises. Puis fait que j'ai vraiment son côté. Puis c'est là que quand que je vais étudier, mettons, je vois vraiment la différence, puis l'approche qui est différente, la méthodologie qui est différente. Fait que si on peut juste apporter aux gens de dire un peu c'est quoi la différence entre les deux, entre le mainstream économique, c'est quoi leur méthodologie versus l'école économique autrichienne, que ça, je vais pouvoir en parler là, sur leur manière. Je vais dire deux choses. La première, c'est la phrase de Milton Friedman. There is no such thing as Austrian economics. Yeah. There is only good and bad economics. OK? Puis ça arrive parfois que des socialistes peuvent dire des choses qui économiquement font du sens. Donc, il y a des... C'est pas... et comme j'essaie de dire, l'économie n'est pas une science qui est idéologique. Il y a des gens qui posent des questions avec des motivations idéologiques. Donc, tout mon agenda de recherche est motivé par des choses que mon idéologie me rend curieux à l'égard de, mais j'ai pas le droit de choisir mes réponses idéologiquement. Donc, j'ai des articles, par exemple, qui sont définitivement avec des résultats qui déplaisent à des libéraux. Donc, par exemple, j'ai des articles, mes plus gros articles sont sur les mesures des inégalités. Et je trouve des choses que des libéraux vont aimer parfois, mais j'en ai aussi que des libéraux aimeraient pas, notamment l'État-providence a fait exactement la job qu'il devait faire et il l'a très bien fait de niveler les inégalités. Et surtout depuis les années 80, il est devenu bien meilleur à le faire. Il le fait pour beaucoup moins cher qu'il le faisait avant. Donc, un libéral n'est pas particulièrement content de ce résultat-là, mais I don't give a fuck. Je suis intéressé sur les inégalités comme sujet parce que je suis libéral, mais j'ai pas le droit de choisir ma réponse. Donc ça, c'est la première chose que je dirais. La deuxième, c'est que les Autrichiens sont pas vraiment différents du reste de la profession. Ils sont présentés comme une école hétérodoxe, mais puis je ne suis pas un Autrichien. Mes collègues autrichiens ici à Mason disent que je suis ce qu'on appelle un fellow traveler, dans le sens que je suis très ouvert à leurs idées. Il y a plein de choses que j'aime bien, mais il y a plein de choses que théoriquement je suis comme moi, mais soit on l'a déjà fait ailleurs différemment, fait que c'est juste une autre manière de dire la même chose, ou il y a quelque chose qui manque dans la formalisation pour que on puisse
tester et falsifier l'hypothèse ou l'illustrer. Donc, il manque quelque chose souvent. Mais la manière dont je l'illustre pour la différence, c'est que prends deux flèches, puis imagine qu'ils partent du même point, puis les deux sont très proches l'une de l'autre. Okay? Il y a juste un petit angle entre les deux. Mais au fur et à mesure que tu avances le long de la flèche, la différence est vraiment pas grande. Mais c'est seulement après une longue distance parcourue que là, il y a une grosse distance entre les flèches. Mais si tu t'imagines que cette distance-là, c'est entre 0% du contenu économique puis 100% du contenu économique, ben c'est uniquement, disons, dans le premier 80% du contenu qu'il n'y a pas vraiment de différence. Puis c'est dans le dernier 20% que là, il y a des différences qui émergent. Donc, c'est surtout chez les Autrichiens ce qui est unique, c'est comment la question de l'équilibre général est considérée. Donc, l'équilibre général, ce que ça veut dire, c'est comment est-ce que tous les marchés se jouent ensemble. Okay? Comment est-ce qu'ils interagissent entre eux. Et la manière dont, généralement, qui est plus commune parmi l'approche plus néoclassique, qui n'est pas autrichienne, c'est que il y a un équilibre, c'est quelque chose qui arrive à un point d'arrêt, donc de rest, si tu veux, en anglais. Donc, tout se calme autour de ce point d'équilibre-là. Alors que les Autrichiens, eux, partent généralement de la notion de déséquilibre et qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on passe de tendance vers des équilibres, vers des nouveaux équilibres, puis que le marché, c'est un processus dans lequel tu essaies constamment de réinventer des nouveaux équilibres. Et donc, les deux groupes disent, puis c'est pas que l'autre groupe néoclassique dit pas que les Autrichiens ont tort à 100%, c'est juste, ça arrive dans comment est-ce qu'on crée des tests statistiques ou comment est-ce qu'on en vient à tester ces questions-là. Puis, plus souvent qu'autrement, puis ça amène vraiment au plus gros des différences, les Autrichiens sont, de tous les groupes, ceux qui sont plus homogène idéologiquement. Donc, il y a une plus grande proportion de libéraux dans... En fait, j'ai jamais rencontré un socialiste autrichien. Je pense pas que je pense juste que c'est impossible d'exister, mais c'est un groupe largement très libéral. Donc, c'est la chose qui est là. Et là, la raison, c'est que eux voient souvent les outils en néoclassique comme étant des outils de planification centrale. Donc, comment est-ce qu'on pense à l'équilibre général et la mathématisation de ça, et les outils qu'on développe pour mesurer, pour simuler, deviennent des outils d'une économie centralisée. Mais c'est pas besoin d'être ça. Tu peux être... Moi, je suis un économiste mathématicien, donc j'ai pas de problème à jouer avec beaucoup de mathématiques, puis je le dis à mes étudiants, je dis souvent, en fait, je me sers de tous ces modèles-là pour faire des contrefactuels dans le passé. Donc, sur des choses que c'est pas pour donner des conseils à des politiciens ou leur dire quel taux d'impôt fixer, ou que c'est juste pour regarder des choses dans le passé. Puis je m'en sers pas pour de la planification centrale, mais si quelqu'un s'en servait pour la planification centrale, je dirais, je pense pas que le modèle donne grand-chose. Il y a trop d'incertitudes, il y a trop de limitations, il y a trop de choses qui peuvent changer. Puis ça devient une conversation de qu'est-ce que tu fais avec les outils. Quand tu remarques que ce que je suis en train de décrire là, pour les auditeurs qui sont là, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut pas dire grand-chose en termes de grosses différences. C'est des différences qui sont très mineures entre les deux. Les différences sont grandes à l'intérieur de la conversation entre économistes, mais quand tu zoomes out, puis tu regardes la différence entre ces économistes-là et ce qui est dit dans le grand public, c'est une différence qui est à peine une erreur de décimale. Donc, c'est vraiment trivial. C'est dans comment est-ce qu'on doit... C'est quoi notre métier comme économiste? C'est là que toute la différence émerge. Et l'autre particularité des Autrichiens qui est assez unique à eux, c'est ce qu'on appelle le free banking. Et c'est sur ça qu'ils sont vraiment originales. Et là, c'est le reste de la profession qui s'est déplacé vers eux dans les dernières 20-30 ans. C'est l'idée, est-ce que la monnaie peut être émise de manière concurrentielle? Et historiquement, c'était plus souvent l'idée que on restait dans l'idée de monnaie étatisée, donc nationalisée, mais je te dirais, depuis les dernières 20 ans, tu vois des économistes mainstream, donc ceux qui sont pas dans la pensée autrichienne, dire
ben, on va étudier la période où la monnaie est émise par des banques et qui font juste dire qu'ils promettent des actifs Mhm. en échange de ce qui est dans les comptes de la banque. Et qu'est-ce que ça fait quand les banques émettent des notes entre eux, puis que tu amènes des notes de la Banque de Montréal à la Banque nationale, et que tu te retrouves à avoir de la compétition monétaire, puis ils montrent, en fait, généralement, le résultat qui semble émerger, c'est que c'était des systèmes qui étaient plus stables par la concurrence, parce que les banques peuvent mieux s'ajuster à des chocs de demande de monnaie, peuvent plus facilement s'ajuster à des chocs de productivité. Donc, ces systèmes-là sont beaucoup plus stables que des régimes monétaires avec une banque centrale. Exact. Euh, donc, surtout des régimes monétaires avec une banque centrale qui a des régimes discrétionnaires. Donc, c'est-à-dire que la banque centrale n'est pas assujettie à des règles, et surtout des règles qui la forcent à être indépendante. Donc, immunisé du contrôle politique, là, c'est Ouais. ça un peu le spectrum. Mais ça, c'est la caractéristique qui fait que les Autrichiens sont vraiment un groupe unique parmi les économistes. Et sur ça, la profession, dans les dernières, je te dirais, 20 ans, s'est déplacée vers eux plus que eux se sont déplacés vers le reste de la profession. Ben, en général, plusieurs des économistes autrichiens sont très, comment on pourrait dire ça, durs de tête ou têtus, mettons, dans le sens où est-ce qu'ils sont vraiment, tu sais, sont vraiment dans leur méthodologie. Ils, ils s'y réfèrent beaucoup, beaucoup. Par exemple, ce que Ludwig von Mises il racontait là, dans son livre Action humaine, donc un livre qui a sorti dans les années 47, il parlait justement un petit peu pourquoi qu'il fallait séparer la physique, la mathématique, la science naturelle de la science économique. Parce que, dans le fond, la science économique, ça sort finalement de tout individu. Chaque choix, chaque action qu'on prend dans la société, c'est une action qui vient d'un individu. Que ce soit l'achat d'un pain ou n'importe quoi, ça vient du subjectif, d'un besoin subjectif d'un individu. Donc, il disait, on n'est pas capable de connecter les deux, soit la physique et l'action humaine. Donc, il disait, les sciences de la nature, soit la physique, les mathématiques, tout ça, il faut les séparer de la science de l'humain, de l'action humaine, des sociétés humaines. Puis, fait qu'il disait qu'il fallait mettre de l'avant le dualisme méthodologique parce qu'on ne sait pas comment relier les deux, donc on les traite séparément. C'est que c'est de là qu'est sortie la praxiologie, la catalaxique, Mais, la mais, téléologie. Fait que c'est comme les mais fondements là-dessus, sur lesquels ils se basent, tu sais. mais là-dessus, OK, les termes qui est là, c'est généralement que tu peux juste, euh, que tu n'as pas besoin de mesurer Exact. les choses dans le monde réel pour dire qu'elles existent. Donc, Ouais. si par exemple je dis que la courbe de demande penche vers le bas, je suis juste en train de dire que personne devant payer un prix plus élevé demandera plus d'un bien, toute chose étant égale par ailleurs. Ouais. Là, dans cette phrase-là, tout ce que j'ai dit, c'est que je permets à un bien d'avoir un prix très élevé ou très bas, mais que la quantité ne change pas. Donc ça voudrait dire, par exemple, quelque chose de parfaitement inélastique, Inélastique, ouais. comme si tu étais un diabétique, ton insuline, tu peux pas en prendre moins que la quantité, tu peux pas en prendre plus que la quantité, Mhm. peu importe le prix, tu vas demander la même quantité. Mais je sais pas après, entre ça et parfaitement élastique ou une petite variation de prix te cause d'arrêter de consommer la chose euh, entièrement, ben là, c'est pas c'est tout un range, mais comme le statement, l'affirmation est uniquement dirigée vers une affirmation logique. Tu n'as pas Exact. besoin de mesurer la chose. C'est seulement si tu veux dire, est-ce qu'elle était suffisamment penchée vers le bas, la courbe de demande, pour avoir tel résultat. Fait que l'empirique devient uniquement intéressant si tu essaies de quantifier des importances relatives. Ouais. Mais que tu n'as pas besoin d'aller mesurer quoi que ce soit pour, euh, pour dire que ça existe. Donc, tu peux faire des affirmations logiques
Et ça, les Autrichiens pensent qu'ils sont uniques là-dessus, mais tous les départements d'économie font ça. En fait, on commence généralement avec des preuves et des choses où est-ce qu'on dit, OK, si l'individu a telle prémisse de comportement, qu'est-ce qui est impliqué de cette prémisse-là si par exemple les biens sont pas divisibles ou si, puis là on rentre dans des trucs hyper techniques, mais ça a toujours été le cas chez les économistes. Donc quand je disais tantôt les Autrichiens sont pas si différents que ça des autres, c'est vraiment la grosse différence, c'est dans la conception de l'équilibre général, le rôle des institutions publiques dans les questions monétaires et deux autres choses qui viennent avec, c'est la critique du socialisme qui a été adoptée par le reste de la profession sur ça, donc l'impossibilité de la planification centrale. Mais ça, la profession a accepté ça il y a longtemps. Dès les années 50, c'était accepté, c'est juste c'était dit des fois un peu différemment. Mais ce qui a été définitivement, ce qui est très unique chez les Autrichiens, c'est ce qu'on appelle la dynamique de l'interventionnisme. Ça, j'en ai pas parlé, mais leur point, c'est que si chaque fois que tu ajoutes des interventions de l'État, tu déstabilises l'économie, ce qui nécessite soit un retour en arrière où tu déréglementes, ou tu dois ajouter des réglementations additionnelles. Et le point qu'ils font, c'est qu'ils essayent de dire que t'as pas d'équilibre stable entre une société de marché et le socialisme. Tu vas avoir toujours un ou l'autre. C'est la chose qui les distingue du reste de la profession. Puis sur ça, ils n'ont pas réussi à convaincre beaucoup de gens de ça, tout simplement parce qu'il y a plein de sociétés qui sont effectivement des sociétés mixtes, puis ça n'a pas causé une déchéance telle que prévu. Donc sur ça, ils ont encore du travail à faire. Ouais. Fait que maintenant, si on arrive, là, on a parlé un peu de la différence entre le mainstream et l'école économique autrichienne, comme quoi finalement ça ressemble énormément. C'est juste quelques petits détails par-ci par-là qui viennent faire la différence des fois. Mais aujourd'hui, le sujet sur lequel que je voulais qu'on parle, c'est le rôle du profit et de la perte. Est-ce qu'on est dans une période où c'est tellement important de comprendre ça actuellement? On a de plus en plus de discours dans notre société où est-ce qu'on parle justement d'épicerie gouvernementale, où on parle encore plus d'étatisation, ou est-ce qu'au fédéral, on parle de faire des fonds? Il y a comme une mauvaise compréhension justement là, de ce rôle qui est finalement central à toute société qui fonctionne puis qui délivre du matériel et des services à toute la population. On vient qu'à oublier c'était quoi son rôle au profit et à la perte. Ben, la manière de le voir, c'est bon. La phrase qui est généralement dite, puis que les gens comprennent pas exactement qu'est-ce qui veut être dit derrière ça, parce que ça a l'air évident à première vue, mais quand tu creuses derrière, tu réalises que c'est plus riche que ce que ça dit. C'est la phrase maximiser les profits. Les gens pensent que ça veut juste dire que toutes les firmes font juste essayer d'avoir la quantité maximale de profit puis that's it. Puis c'est pas exactement faux, mais c'est pas suffisant comme manière d'y penser. Puis vraiment l'un des meilleurs économistes sur ça qui écrit absolument de manière limpide, c'est Armin Alchin, qui est décédé trop tôt pour avoir un Nobel, mais qui était fréquemment mentionné comme étant nobelisable. En fait, pour juste mentionner, l'American Economic Review, qui est le plus grand journal de la profession, a publié il y a quelques années les 20 articles les plus influents qui ont jamais été publiés dans leur revue. 3 des 20, c'était par ce gars-là. Okay? Pour te donner une idée, Alchin était très important et un de ses articles les plus importants, c'était Uncertainty, Evolution and Economic Theory. Et ce qu'il disait, c'est que les entreprises n'ont pas besoin de consciemment chercher à maximiser leurs profits pour que les marchés produisent les résultats qui ressemblent à la maximisation de profit. Et le point qu'il fait, c'est l'idée que les profits servent une sorte de fonction d'évolution. Donc, si tu es dans un monde d'incertitude, les entreprises ne savent pas exactement qu'est-ce qui maximise
les profits, l'environnement est trop complexe, ils ont besoin de comprendre les prix de tous les intrants, qu'est-ce que tous les intrants font, quel travailleur tu peux utiliser, quelle méthode de production tu peux utiliser, est-ce qu'il y a des meilleures méthodes de production, est-ce que je peux produire d'autres biens que celui que je produis, est-ce que je peux produire un différent mix. Donc, il y a tellement d'informations à gérer et un coût de traitement de l'information. Donc, dans un monde imparfait avec euh, toutes ces choses-là à pondérer et le problème que l'avenir est inconnu, no shit, euh, ben, comment est-ce que les firmes font pour maximiser les profits exactement comme une sorte d'exercice mécanique? Ben, la réponse, c'est que la concurrence, le rôle de la concurrence, fait un mécanisme de sélection. Les entreprises qui sont les plus efficaces à réduire l'utilisation de ressources, donc à être plus efficaces, soit par l'innovation, donc en utilisant des procédés qui génèrent la même quantité de choses avec moins d'autres choses pour les produire. Les gens qui produisent plus de valeur avec la même quantité de choses, c'est toutes des manières que, par processus de concurrence, les pratiques les plus profitables vont avoir plus de chances de survivre et de croître parce qu'elles vont être capables d'attirer des ressources. Donc, si je suis un entrepreneur qui génère une nouvelle technologie et que je suis plus productif, ben, qu'est-ce que je peux faire? Je peux offrir des salaires plus élevés à des travailleurs de d'autres industries pour les induire à passer des autres industries vers moi. Et donc, euh, je peux grossir, donc ma pratique à moi survit. Et à l'inverse, les pratiques qui accumulent des pertes vont diminuer, voire disparaître. Et donc, le profit un peu sert une fonction évolutionnaire qui s'apparente un peu à la biologie, dans la grosse différence, par contre, ici, que c'est comment mieux valoriser les ressources qui existent pour qu'elles soient bien utilisées, pour qu'elles soient le mieux utilisées possible et que sous la contrainte qu'on ne peut pas tout faire dans l'univers, est-ce que les choses les plus inefficaces disparaissent? Est-ce que les choses qui sont les plus efficaces sont imitées, adoptées, raffinées? Donc, c'est un peu une sorte de manière la recherche de profit, généralement, c'est une manière d'éliminer des mauvaises pratiques. Exact. Donc, des choses euh, qui sont inefficaces ou qui sont moins efficaces que des nouvelles choses. Donc, tu peux avoir des gens qui innovent, qui essaient des nouveaux trucs. Et donc, c'est ce que le marché récompense à toute fin pratique ou la concurrence, c'est pas la maximisation consciente de profit, mais la survie des firmes. Et quand tu le vois comme ça, tu comprends que euh, le, les entreprises n'ont pas besoin d'essayer de maximiser le profit. C'est le rôle de la concurrence qui génère par accident ce qui est la maximisation de profit. Ça, c'est vraiment la raison que ça fonctionne parce que tu veux que les gens expérimentent avec des nouvelles choses. Tu veux qu'ils jouent avec des idées, des recombinations d'idées. Tu veux qu'ils soient dans... Puis là, bien sûr, je vais ajouter la chose dans un environnement libre et sans coercition, là, parce que la coercition peut... La recherche de profit peut exister avec coercition, c'est-à-dire le capitalisme de copinage à une fin plus modérée, ou l'esclavage, parce que les esclavagistes maximisaient les profits et les pratiques dans cette institution-là survivait parce que cette institution-là imposait certaines contraintes aux individus. Mais le point est que dans n'importe quel environnement, ce qui va survivre, c'est ce qui est le plus efficace sous les contraintes de cet environnement dans lequel les gens doivent opérer. Et tu n'as pas besoin d'avoir une idéologie ici pour comprendre le rôle des profits comme mécanisme d'allocation ou de manière de faire le mieux que tu peux à partir du peu que tu as. Et c'est vraiment ça le rôle. Il n'y a pas encore, on peut rajouter maintenant, là, mais il n'y a pas de jugement de valeur qui est nécessaire dans cet outil, dans la compréhension des profits. Mais c'est là que ça devient intéressant, c'est que là, tu peux te dire, après que tu aies dit c'est quoi le rôle des profits, ben
c'est quoi maintenant qu'on a ce système-là? Quelles contraintes on peut relâcher pour que la recherche de profit produise des résultats encore plus désirables que ceux qu'on observe maintenant? Actuellement. Ouais. Exact. Puis un peu si on regarde dans fonction du marché, moi je suis entrepreneur, je comprends c'est quoi le rôle du profit et de la perte, c'est que ça vient mentionner naturellement qu'est-ce que je dois produire puis qu'est-ce que je ne dois pas produire. Fait que, tu sais, admettons, ce que je dois produire, c'est ce que les gens. J'amène beaucoup les idées de Ludwig von Mises par rapport à la meilleure démocratie qui soit, c'est le marché. Où est-ce que les gens, ils votent avec leur dollar, puis c'est ça qui détermine ce qui doit être produit et qu'est-ce qui doit pas être produit. C'est que, admettons, si je fais par exemple un pain aux noix, j'en vends deux, j'en ai fait cinq, là, je commence à avoir de la perte. Fait que là, ça me dit, il n'y a pas tant de demandes que ça. Les gens, ils votent pas vraiment pour ça avec leur argent. Puis l'argent qu'ils me donnent, c'est vraiment limité. Ce que l'entrepreneur reçoit comme cash flow, c'est pour des services puis des biens qui sont payés par les consommateurs. Fait que c'est ça qui va déterminer, c'est la quantité aussi de biens et services qu'il doit produire. Fait que la fonction de la perte et des profits dans la société, c'est aussi une fonction de production où est-ce que c'est ça qui va déterminer qu'est-ce qui doit être produit et qu'est-ce qui ne doit pas être produit. Si on prend par exemple un agriculteur, par exemple, qui a vraiment beaucoup de difficultés à allouer les ressources qu'il reçoit par la production qu'il crée, et puis qui est tout le temps déficitaire, eh bien, il va faire faillite à la fin. C'est que ça va faire quoi? Ben, ça va faire une réallocation des ressources par le mécanisme naturel du profit et de la perte, où il va y avoir finalement un nouvel agriculteur qui va reprendre les terres puis qui va allouer adéquatement les ressources. Bon, Tu sais, c'est là que, comme outil, je dis, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit sur si tu penses que c'est un monde désirable ou indésirable, ce que tu décris. C'est juste la manière que le sorting se fait, donc un peu ouais, la manière dont on élimine certaines procédures. Mais il n'y a rien qui empêche que des choses inefficaces persistent. Par poursuivre. exemple, Ouais, si les pertes ne conduisent pas à la sortie du marché, par exemple parce qu'il y a des subventions ou exact. des protections politiques ou des barrières à l'entrée, alors le mécanisme de sélection fonctionne moins bien, puis des entreprises inefficaces, des sociétés Persiste. d'État par exemple, ou des compagnies subventionnées, vont persister en dépit que leurs pratiques sont inefficaces. Exact. Euh, Puis aussi, là, je l'ai présenté comme si c'était juste une critique de l'interventionnisme d'État, puis je pense qu'il y a une forte critique à faire de Oui. l'interventionnisme d'État, mais tu peux aussi accepter le rôle d'un certain État qui existe. Donc, par exemple, la thèse qui est souvent présentée pour la justification scientifique d'un État, c'est qu'il y a certaines choses que le marché ne peut pas produire. Donc, ce qu'on appelle des biens publics. Donc, des choses que euh, si tu laissais le marché s'en occuper, il n'y en aurait pas assez. Donc, l'exemple classique, c'est des services de police, Ouais. des cours de justice, des systèmes de contrôle des inondations, L'armée. parce que dans l'armée aussi, c'est toutes des situations dans lesquelles il y a des problèmes où des gens vont free-rider, où il y a des gens qui vont surexploiter une ressource. Donc, un autre exemple, c'est ce qu'on appelle des biens communs. Pas communs dans le sens Québec solidaire, là, mais dans le sens commun, dans le sens qu'il y a personne qui peut être restreint d'accès. Donc, les océans, c'est un bien commun parce que tu peux pas mettre un enclos dans l'océan. Donc, tu peux pas dire facilement, voici, tu sais, telle est ma propriété. Et donc, dans une situation comme ça, ce qui se passe, c'est que tout le monde veut surexploiter la ressource parce que c'est pas toi qui la pêches, c'est ton C'en est quelqu'un voisin. d'autre. Ouais. Exactement. Donc là, il y a des justifications qui émergent pour la présence d'un État parce que là, dans ce cas-ci, tu peux justifier que, en fait, l'existence de cet État-là permet une meilleure recherche des profits. Dans le sens que maintenant, il y a par exemple, l'autre exemple qui est donné pour un bien public, c'est des phares, donc des aides à la navigation, parce que puis le problème technologique des phares, historiquement, puis je critique cet exemple-là souvent, mais je vais l'utiliser parce qu'il est communément accepté pour juste des fins d'illustration ici, c'est que celui qui construit un phare, il est au milieu de la nuit, il voit pas qui consomme son service, fait qu'il sait pas qui charger. Mhm. Et quand il produit, il n'y a pas de réduction pour les autres. Donc,
qu'il y ait un ou qu'il y ait 1000 navires en mer, ça change rien. Fait que ce bien-là est ce qu'on dit non rival, parce que la consommation par un ne réduit pas la consommation par d'autres, mais aussi, tu peux pas charger les gens, donc tu peux pas exclure les non-payeurs. Donc là, dans ce cas-ci, le problème que ça génère, c'est qu'il y a personne qui va vouloir fournir ce service-là à la collectivité. Donc, ce que tu as, c'est que tu as plus d'accidents en mer, tu as plus de dégâts, tu as plus de pertes maritimes, tu as plus de navires qui se retrouvent accostés sur des bancs de sable, puis que là, il faut embaucher des gens pour les remettre à la mer, qu'il faut. Puis ça crée énormément de problèmes. Et donc, la pratique du commerce maritime devrait disparaître dans la recherche de profit ici, normalement, mais si l'État devient un fournisseur du service, bien là, ce qu'il permet, c'est de réduire les coûts de tout le monde. Donc, tu as des nouvelles pratiques qui peuvent émerger, des pratiques qui génèrent plus de valeur à partir de moins de ressources. Donc, c'est là l'idée que dans la manière de concevoir les profits, tu n'as pas besoin de dire que c'est anarcho-capitalisme, anarchie sans État. Tu peux avoir la présence d'un État qui facilite le processus, qui l'encourage. Donc, tu peux utiliser ce système-là de pensée autour de c'est quoi le rôle des profits, puis tu peux être un social-démocrate, tout comme tu peux être un anarcho-capitaliste du plus radical, genre David Friedman ou Murray Rothbard, puis il n'y aura pas de problème à utiliser ça. C'est un outil fondamentalement non idéologique. Exact. Ouais. C'est le cadran justement des différents biens privés, publics, rival, non rival, puis exclusif, non exclusif. Là. Puis après ça, c'est une très bel exemple. D'ailleurs, le premier fort qui a été fait, ça a été fait par justement des entrepreneurs maritimes en premier. Ils ont fait les premiers forts, puis après ça, ils ont rendu publics. Fait que ça, c'est aussi quelque chose. Si tu veux pas parler des phares pendant longtemps, là, si tu veux me partir là-dessus, tu n'auras pas le temps de parler des autres sujets. C'est une des branches de ma recherche, pas parce que les phares sont intéressants en soi, mais parce que parmi les économistes, c'était l'exemple le plus classique de quelque chose que l'État, s'il le produit, il augmente la taille de la tarte économique pour tout le monde. Donc, il n'y a personne qui est perdant de l'action de l'État dans ce cas-ci. Et la raison que c'est attirant comme ça, c'est que tu n'as pas besoin d'une théorie morale de l'État. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument unique chez les économistes. Il n'y a que les économistes qui ont une version. Puis après ça, il y a des gens qui vont dire « John Rawls a fait ça. » Ouais, mais John Rawls a juste copié ce que les économistes disaient. Ou est-ce que tu peux avoir une version non idéale? Tu n'as pas besoin d'imposer une norme que tu essayes de vouloir maximiser pour justifier la présence d'un État. Tu peux rajouter des questions de normes après si ça te tente, mais les économistes ont cette unicité-là d'avoir une justification non morale de l'État qui est purement basée sur on peut trouver quelque chose qui améliore tout le monde. Ouais, c'est ça. Fait qui est pas, dans ce cas-ci, c'est vraiment, OK, tu pourrais dire qu'améliorer le sort de tout le monde, que tu as une vision, que tu as une norme utilitariste, mais dans ce cas-ci, c'est une norme utilitariste qui est tellement faible que c'est une non-norme, dans le sens que tu dis, il faut juste que personne soit heurté. OK? C'est vraiment, vraiment très, 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 très limité. Donc, au pire, c'est comme un système de justification de l'État qui est très minimaliste en termes de qu'est-ce que tu as besoin comme théorie morale pour faire le travail. Tu as vraiment besoin de soit rien, ou si tu es vraiment un stickler, comme on dirait, un minimum minimal, très minimum de thèse morale pour justifier ça. Mais les phares ont constitué une illustration très longtemps de cette justification scientifique ou positive, ça serait peut-être la meilleure manière de dire, en opposition à normative. Quand tu dis positive, en passant, pour ceux qui sont moins familiers, positif en sciences sociales veut juste dire descriptif. Que tu n'as pas besoin d'établir un jugement de valeur. Normatif, tu établis un jugement de valeur.
Donc ici, ce que je suis en train de décrire, c'est une situation dans laquelle tu ne fais pas de jugement De valeur. de valeur pour décrire le tout. Donc, c'est pour ça que les phares ont cette espèce d'importance-là. Après ça, on peut prendre l'exemple aussi, là, mettons, des défaillances de l'État dans l'absence de profit de perte. Fait qu'admettons, si on prend des biens, comme là, on a parlé des biens publics qui, c'est un bien finalement qu'on peut pas, apporter à la société de manière toute seule. Ça fait que c'est des choses qu'on n'est pas capable de faire toute seule. C'est mieux de le faire ensemble, de le déléguer justement à l'État parce que ça vient maximiser certaines choses dans notre société. Mais dans l'absence de profit et de perte, fait que dans des sociétés d'État où quand il n'y a aucune menace de faillite ou où est-ce qu'il n'y a aucune pression économique pour répondre aux besoins des consommateurs, mettons, c'est là qu'on vient avoir des inefficacités au niveau économique. Voilà. Voilà. Fait que là, la question, c'est que si tu as un État, okay, tu peux avoir un État qui facilite la recherche de profit. Donc, des cours de justice, des phares, des systèmes de police. Si tu es plus social-démocrate, tu as une justification que tu peux faire en utilisant le capital humain. Donc, l'État a un certain rôle en éducation qui peut augmenter la croissance. Puis, il y a un article très, très connu de Odette Gallard puis son co-auteur Omer Moave, où est-ce qu'ils disent, il y a une justification qui montrerait que la société, globalement, est better off si l'État produit un certain financement de l'éducation publique. Donc, tu peux avoir au-dessus du seuil minimal de ce que l'État peut faire pour faciliter la recherche de profit ou créer des meilleurs profits ou des meilleures allocations. Tu peux avoir ça, mais tu peux aussi aller dans l'autre direction. Tu as un État qui fait des choses qui nuisent à la recherche, qui encourage pas des meilleures pratiques, mais qui encourage des mauvaises pratiques. Donc, tu prends une société d'État, par exemple. Donc, une société d'État, souvent, ce qu'elle a, c'est qu'elle a une contrainte budgétaire qui est très lousse. Si ses coûts dépassent ses revenus, elle peut très facilement aller voir le politicien, demander une injection monétaire qui est de fonds, donc une injection de capital pour couvrir ses déficits. Et là, elle continue avec ses mauvaises pratiques. Meilleur exemple, c'est Post Canada, présentement au Canada, qui, depuis plusieurs années, fait des pertes. Et fait des pratiques que quand on regarde au day-to-day ne ressemblent pas du tout à ce que des sociétés en situation de concurrence font, par exemple en Europe. Même les sociétés d'État qui sont mis en concurrence avec des sociétés privées en Europe ont des pratiques très différentes de Post Canada qui a un certain monopole sur une portion du marché. Donc là, dans ce cas-ci, ce que tu as, c'est des pratiques très inefficaces qui persistent parce que l'État vient l'encourager. Mais ça veut dire socialement, parce que là, l'important, les gens disent, maximiser les profits, c'est pas tout ce que dans la vie. Non, ce que vous comprenez pas, c'est que les profits, ça capture quelque chose de bien plus vaste. Ça veut dire que présentement, il y a trop de gens qui travaillent à Post Canada. Ça veut dire qu'il y a d'autres industries qui ont pas assez de travailleurs puis qui peuvent pas augmenter. Ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs, disons, dans la restauration qui peuvent pas trouver des travailleurs. Ça veut dire une petite firme de fabricants en Beauce qui peut pas trouver quelqu'un qui peut travailler sur la chaîne de montage. Ça veut dire des compagnies des écoles de formation qui cherchent des gens pour devenir métallurgistes, pour devenir des professionnels qui peuvent pas trouver des gens. Ça veut dire qu'il y a des sièges dans des universités qui ne sont pas remplis par des gens qui pourraient continuer d'acquérir un nouveau talent. Donc, ce que tu as, c'est que tu as une sous-application des ressources, puis tu as plein de choses qui pourraient être valorisables qui ne sont pas disponibles. Puis là, si les contribuables en plus doivent payer de leur poche, ça veut dire qu'ils ont moins dans leur poche, donc ils peuvent demander moins de services ailleurs dans l'économie, donc ils peuvent demander moins de services d'éducation, moins de services de garde, moins de services alimentaires, moins de biens qui viennent d'entrepreneurs locaux, peuvent moins aller au marché, des foires alimentaires, acheter des produits locaux qui pourraient se permettre parce que tu as réduit leurs revenus disponibles. Donc, ce que tu as fait, c'est que en essayant de préserver une pratique inefficace, tu as affecté un paquet d'autres secteurs et de consommateurs et de gens et d'individus et d'acteurs qui ont été pénalisés par
garder quelque chose qui valorisait pas le plus possible les ressources qu'on a comme collectivité. T'as gardé une pratique qui a été montrée comme étant non désirée par la collectivité via l'échange. Donc, t'imposes un coût social de ça. Et c'est là que je pense qu'il y a c'est là la meilleure critique du capitalisme de copinage, où est-ce que, en essayant constamment de donner des aides d'État à telle ou telle compagnie, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de dire, ben, vos pratiques ne semblent pas générer suffisamment de profit sans qu'on doive utiliser la coercition que l'État a pour générer des revenus et on va vous donner ces revenus d'État pour vous garder en vie. Ben, ce qu'on fait, c'est que, fine, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un ministre qui va couper un ruban, qui va ouvrir une compagnie locale, mais ce qu'on voit pas, c'est toutes les entreprises qui doivent payer plus d'impôts, tous les individus qui doivent payer plus d'impôts pour conserver quelque chose qui est inefficace. Donc, tout ce que tu vois, c'est tout ce que tu ne vois pas. C'est toutes les choses qui auraient pu exister si cette pratique-là n'avait pas été encouragée via des subventions. Donc, si tu essaies de jouer négativement dans la recherche de profit, donc tu essaies de permettre à des choses inefficaces de persister en les encourageant, ben ce que tu fais, c'est que tu nuis à quelqu'un quelque part. Ce qui est définitivement l'opposition à ce que je disais tantôt, où l'État intervient pour faciliter la tâche de recherche de profit de tout le monde sans choisir une pratique particulière. Parce que c'est ça la chose qui est unique dans la thèse que les économistes ont de l'État, c'est qu'ils disent pas l'État doit choisir le joueur. L'État, bon, tu vois des économistes qui défendent ça dans certains cas, là, je dis pas que c'est unique, mais la thèse économique de l'État, c'est de dire tu peux pas choisir le joueur. Tu produis un bien comme État parce que tu essaies de régler un problème qui empire la situation pour tout le monde ou l'améliore pour tout le monde en le réglant. Fait que le bien commun des forts, c'est pas juste parce que tu essaies d'aider, OK, fine, ça aide peut-être un petit peu plus les propriétaires de bateaux, mais ça aide tout le monde, puis tu le fais pas parce que ça aide les propriétaires de bateaux, tu le fais parce que ça augmente la taille de la tarte. Quand tu combats les problèmes environnementaux, c'est parce que l'externalité est portée par tout le monde. Donc, le coût de la pollution, c'est un coût social. Là, tu es en train de réduire un coût social en gérant la question d'une pollution. Quand tu gères le problème de la surpêche parce qu'il n'y a pas d'entrée, donc tu établis des permis de production ou voyons, des réglementations à l'entrée. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de régler un problème social de surexploitation d'une ressource, donc la disparition, par exemple, d'espèces de poissons ou de choses comme ça. Donc, tu as une justification, mais là, dans ce cas-ci, c'est parce que ce que tu essaies de faire, c'est de faciliter la recherche du profit pour tout le monde, de favoriser la meilleure allocation des ressources, mais tu n'es pas en train d'essayer de la diriger. C'est ça qui est unique dans ce cas-ci. Puis, si on veut, je vais essayer de résumer un peu notre discussion, puis pour arriver pour pouvoir parler un peu de ton chapitre, de ton livre, puis après ça, finir le podcast. Finalement, la fonction du profit et de la perte, c'est aussi une fonction où est-ce qu'on va aller chercher, on va naturellement, par le mécanisme du profit et de la perte dans les firmes, dans la société, essayer de trouver où est-ce qu'on peut innover, où est-ce qu'on peut essayer d'être plus productif, où est-ce qu'on peut s'améliorer puis trouver des nouvelles technologies parce que, tu sais, à la fin, le profit il est jamais éternel. Tu vas pas tout le temps avoir du profit. S'il y a trop de profit, il y a quelqu'un qui va rentrer dans le marché. C'est que tu es obligé de constamment essayer il y a une clarification qui doit être faite. Les gens pensent que profit, c'est le profit comptable. Ouais. Et ici, ce qu'on dit comme économiste, c'est que les profits comptables, c'est pas particulièrement intéressant. Puis c'est weird de dire ça comme phrase, mais quand les économistes parlent de profit, puis quand on dit des fois, il y a zéro profit, ça veut dire zéro profit économique. Mm-hmm. Puis un profit économique, c'est défini comme un profit que tu fais en excédant du coût d'opportunité. C'est-à-dire que si, disons, je peux utiliser mon capital, puis que je fais un certain profit comptable, mais que il y a tous les autres secteurs, disons, la manière de le voir, c'est tous les autres secteurs font 6% de profit sur le capital, moi j'en fais 10.
ben moi, je fais un profit économique si tous les autres producteurs pouvaient entrer dans mon industrie, puis en entrant dans l'industrie, réduire mon taux de profit comptable. Puis là, via la compétition, ce qui se passerait, c'est que tout le monde a le même taux de profit. Là, tu as zéro profit économique. Donc, la notion de profit économique, c'est l'idée que tu n'as pas d'excédent sur ton coût d'opportunité. C'est ça la grosse différence. Mais ça veut dire que tu as des profits comptables. Là. Tu peux faire du 3-4% ou du 6-7%. Tu peux faire des profits comptables, mais c'est différent du profit économique. Donc, le profit comptable, il provient finalement de la bonne allocation des ressources. T'sais, dans sa firme personnelle, il a réussi à régler les problèmes d'allocation des ressources. Sa chaîne s'il a fait plus de profit, c'est à cause qu'il a trouvé une manière de mieux allouer les ressources que son voisin, par exemple. exactement. Fait un monopole, par exemple, la SAQ, ou un monopole public comme la Poste Canada est encore mieux, peut perdre de l'argent, donc faire une perte comptable, mais peut avoir un profit économique parce que c'est un monopole. C'est-à-dire que tu peux payer tes employés plus que ce que le marché serait capable de payer. Tu peux garder des pratiques inefficaces. Tu peux payer mieux des managers qui sont incompétents. Tu peux surpayer tes ressources. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'il y a, c'est ce qu'on appelle, quand tu as un profit économique, tu appelles ça aussi une rente. Donc, tu peux avoir des rentes de monopole. Maintenant, quand toi, tu as dit il y a 2 secondes que si tu as des super profits, donc si, disons, on va prendre ce qu'on appelle des monopoles naturels, ceux qui n'ont pas besoin de l'État pour exister, c'est l'idée que, par exemple, une ligne de téléphone, c'est un gros coût d'entrée pour établir, dans le temps que les lignes étaient fixes, donc des lignes dures, là, comme on appelle en bon québécois, d'établir des lignes dures, ça prend un gros coût d'établissement, mais une fois que tu as établi ton réseau, les coûts sont vraiment très, 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 très bas de servir une personne additionnelle. Ben, dans ce cas-ci, dupliquer avec créer un deuxième réseau, c'est très, très, très coûteux. Donc, dans certains cas, comme la téléphonie locale, l'argument, puis historiquement, c'est pas super vrai, là, mais mettons qu'on oublie les cas historiques, on fait juste prendre l'argument théorique. Le cas théorique, c'est que tu aurais un monopole qui naturellement émergerait. Ouais. Mais la réplique, surtout des Autrichiens, qui est celle que ça a pris longtemps au reste de la profession d'adopter, donc, et ça a été éventuellement inclus, c'est que si une firme fait des surprofits, donc fait des rentes parce qu'elle est capable d'être la seule qui fournit, donc elle paye plus cher. Elle fait payer plus cher aux consommateurs qui n'ont pas d'option d'aller voir ailleurs, mais ne produit pas une plus grande quantité que ce qui aurait été passé si ça avait été compétitif. Dans ce cas-là, ça envoie un signal au marché. Ça dit, écoute, si tu crées une nouvelle technologie qui remplace la téléphonie locale, donc tu es quelqu'un qui est capable de réaliser que tu peux te servir des hautes parties du spectrum pour faire des encans de spectre, là, donc les fréquences radio, que tu peux te servir des plus hautes parties de la bande pour faire de la téléphonie cellulaire, ben là, tu peux plus facilement casser le monopole naturel de l'extérieur. Si tu inventes des systèmes de Voice over Internet Protocol comme Skype ou Zoom ou autre chose, ben là, tu casses le monopole naturel de l'extérieur. Parce que là, tu es en train de dire aux gens, écoute, si je peux t'offrir le service, la même fonctionnalité pour beaucoup moins cher que Bell ou AT&T, donc je peux, le surprofit temporaire peut induire à de l'innovation additionnelle. Puis ça, en fait, ça a été le prix Nobel de cette année. Joël Mokyr, Peter Howitt, puis là, je fais un blank total, mais Aguillon, qui est le troisième, j'oublie son prénom, puis le pire, c'est que je suis en train de le lire présentement, puis ça m'arrive de faire des blancs comme ça, mais les trois ont gagné en disant, ben, c'est tout à fait possible qu'à n'importe quel moment, tu as des surprofits économiques, donc tu peux avoir des monopoles temporaires où des firmes ont des pouvoirs de marché. Oui. Mais c'est purement transitoire et en fait, tu veux avoir ça parce que la compagnie veut innover. Pourquoi tu innoverais pour 1% du marché? Tu innoves pour avoir 100% du marché, sachant que ça va prendre peut-être 2 ou 3 ans
à quelqu'un de venir te remplacer. Exact. Mais ce que tu as fait, c'est que tu as remplacé quelqu'un qui était moins efficace que toi. Mhm. Donc, en ayant cette vision plus dynamique de la concurrence, Ouais. ce que tu es capable de capturer aussi avec ça, c'est la notion d'innovation ou la compétition par innovation. Donc, ce que tu fais, là, tu peux t'imaginer pour les gens, là, pour que ça soit moins théorique, imagine que tu commences avec le télégraphe. Le télégraphe nécessite cette chose. Là, c'est remplacé par la téléphonie locale avec des lignes dures. Puis là, après ça, c'est remplacé par la téléphonie cellulaire. Puis là, après ça, c'est remplacé par le Voice over Internet Protocol. Puis après ça, c'est remplacé par les satellites autour de la Terre comme Starlink. Puis là, ce que tu fais, c'est que tu es en train de sauter de très large compagnie qui fait une chose, qui produit une fonctionnalité de communication vers une autre, vers une autre, vers une autre. Puis là, mais pendant certaines périodes, tu as une compagnie qui Ouais. domine. Ben, Exact. c'est quelque chose comme ça que tu vas observer. Puis tu peux l'observer aussi dans plein d'autres exemples. Ceux qui sont plus jeunes vont se rappeler que début des années 2000, BlackBerry est la compagnie dominante de télécommunications pour les appareils de téléphonie. Juste avant eux, c'était Ericsson puis Nokia. Après eux, ça a été Apple. Aujourd'hui, Apple est en concurrence avec Android et Google. Et ce que tu as, c'est que tu as des grosses rotations dans qui est le joueur dominant, mais c'est chaque fois qui perd son statut de dominant, parce que la personne, le nouveau joueur, crée un nouveau produit entièrement qui est supérieur à l'autre via Ouais. innovation. Donc, tu veux en fait un mécanisme comme ça, parce que Exact. dans le long terme, ce que tu as, c'est que tu n'as plus de profit économique. Ouais, voilà. Ben, c'est génial, c'est ça que je voulais essayer d'apporter, là, mais tu l'as apporté super clairement, donc merveilleux. Puis, par exemple, Je fais ce que je peux. fait que dans l'autre sens, tu sais, si on a, mettons, comme par exemple, je prends dans ma ville, fait que là, on est vraiment de l'autre côté. On est dans une organisation, mettons, de municipalité qui veut faire des transports collectifs jusque dans les régions. Nous autres, c'est très agricole, là, à Quaticook. C'est que là, en ce moment, ils veulent mettre, mettons, des frais sur nos plaques automobiles pour financer le transport collectif dans une petite ville qui n'a pas beaucoup de volume de transport collectif, mais là, ils veulent le faire. Fait que ici, on a la fonction du marché qui était vraiment toute sur des échanges volontaires, sur la recherche du profit, le profit, la perte, l'innovation, la compétition. Puis là, de l'autre côté, on va avoir une société, mettons, municipale qui va essayer de faire un service, mais basé sur la coercition, ou est-ce qu'on va nous imposer un frais, mettons, par plaque? Fait que ici, on a vraiment, pour les auditeurs, on a vraiment différentes manières d'allouer les ressources. Puis, dans le cas de la société, mettons, d'autobus à Quaticook, s'ils ont des pertes, c'est pas grave. Ils vont juste augmenter le tarif. Tu sais, là? C'est qu'il y a pas, il y aura pas de recherche d'innovation, il n'y aura pas de route qui sera pas rentable, il n'y aura pas de. Parce que c'est pas grave, ils ont pas le même moyen, ils ont pas le même rôle du profit et de la perte qu'à, mettons, la business dans le Oui, privé. puis aussi, il faut rajouter, l'exemple des autobus est un bon exemple, mais c'est pas juste des subventions qui gardent des mauvaises pratiques en place. Des fois, ça peut être des règles. Donc, par exemple, pour le transport par autobus au Québec, le ministère des Transports euh, désigne des compagnies qui ont droit de service exclusif sur certaines routes. Donc, tu limites la concurrence déjà. Donc, tu permets pas de faire de la concurrence. Et non seulement ça, mais ils interdisent sur d'autres routes des services sous d'autres formes que du transport par mégabus. Je me souviens, début des années 2000, là, ça va dire un petit peu sur mon âge, mais tu avais une tentative, le gouvernement provincial essayait de réglementer à l'époque ce qui était Allo Stop, où j'oublie le nom que ça avait dans le temps, mais c'était un site web qui permettait aux gens de faire des lifts. Puis tu avais des gens qui avaient commencé à réaliser qu'ils pouvaient louer des minibus puis faire des services. Puis là, ils disent, ah, mais là, c'est illégal, ça. Moi, mais ce qu'il est en train de te dire, c'est que le transport par autobus avait assez de problèmes pour qu'une personne trouve que d'acheter un minibus puis de prendre comme 8 personnes à une place, c'était suffisamment rentable pour lui. Alors, non, mais il faut telle chose, il faut telle chose, il faut telle chose. Ouais, mais ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de protéger l'autre de la concurrence. Puis Exact. tu es en train de dire qu'il y a des gens qui valorisent un autre aspect du service maintenant ne l'auront pas. Ben, puis au pire, tu laisses même. Au pire, ça marche. Peut-être que ça n'aurait pas marché, puis ça se serait solutionné Par sans le rôle du que profit de la perte. par le rôle du profit de la perte, mais ce que tu as fait, c'est que tu as empêché le processus de découverte
Exact. que les Ouais, la recherche de profit encourage. exact, c'est ça. Euh, on va finir le sujet du profit de la perte. Je pense qu'on a fait un résumé global de qu'est-ce qui est la fonction du profit de la perte de la société. On pourrait en parler encore beaucoup. On a parlé du transport en commun. Il y a le l'histoire sur le transport en commun qu'il y avait là, entre New York et Boston, puis tout ça. Puis le monsieur qui avait venu compétitionner avec ses propres bateaux, puis il avait arrangé les affaires, puis c'était une société d'État qui était non rentable, qui, lui, il était une société privée, puis il était complètement rentable. Fait qu'il avait juste innové puis pensé. Le processus de la découverte, justement. On pourrait en parler, il y a tellement de bels exemples, mais je veux quand même essayer de passer un 5-6 minutes sur ton livre, sur ton chapitre à propos du grand nivellement. Le grand nivellement là, de 1870 à 1913. Où est-ce que tu parles, justement? Bon, il y a plein de théories là-dedans, j'ai souligné une coupe d'affaires, mais quand même que dans ces périodes-là, faut réfléchir qu'il n'y avait pas encore de taxes redistributrices et c'était quasiment le pur libre marché où est-ce que il y avait aussi pas encore toutes les réglementations, il y avait une forte découverte du marché aussi. Puis il y avait eu une augmentation des inégalités, pas une augmentation des inégalités, mais il y avait eu une augmentation du niveau de vie, mais une augmentation des inégalités qui était beaucoup moindre durant cette période-là, de ce que j'ai pu comprendre de ton... Ben, en fait, ce texte. chapitre-là, c'était un teaser pour les francophones d'un livre que je finissais en même temps pour les presses de l'Université de Chicago, Oui. dans lequel ce que j'explique, c'est que la période 1870 à 1910 aux États-Unis est une période de croissance exceptionnelle. Donc, Mhm. tout le sort de tout le monde s'améliore, même vraiment les plus pauvres des pauvres. Mais ce que je souligne, c'est que tous les problèmes de mesure qu'on a vont tous dans le sens de surestimer le sort des pauvres au début et de le sous-estimer à la fin. Donc, quand tu corriges pour les problèmes de données qu'on a, les indices de prix, les gens qui sont manquants dans les enquêtes, dans les recensements, quand tu tiens compte de la valeur des gains d'espérance de vie, ce que tu remarques, c'est que le gros des améliorations ont été au bas 90%. Donc, la chose que je souligne dans, dans le livre en français, mais en version plus résumée que le livre qui Mhm. sort début 2027 euh, aux presses de l'Université de Chicago, ce que je montre, c'est que en fait, le top 1% a eu la même vitesse d'amélioration dans cette période-là que le bas 90%. Donc, et que le taux absolu d'amélioration était plus de 2,5% par année, ce qui peut sembler petit, mais 2,5% par année, ça veut dire que ton revenu double à peu près environ 28-27 ans. Donc, à l'intérieur d'une vie, tu peux voir ton niveau de vie donc quadruplé parce que tu augmentes à peu près, disons, 30 ans. Ben, si tu vis jusqu'à 60 ans, ben, tu vas être, à 30 ans, tu vas être 2 fois mieux que ce que tes parents étaient, eux, à 30 ans. Et à 60 ans, tu vas être 4 fois mieux que tes parents l'étaient, eux, ou que tes parents l'étaient, eux, quand ils avaient 30 ans, présumément qu'ils t'ont eu à 30 ans. Donc, c'est de montrer qu'en fait, les États-Unis ont eu une croissance absolument exceptionnelle qui n'était jamais vue avant. Parce que tu avais eu des épisodes de certains pays qui ont eu des croissances, mais des croissances étaient inégalitaires, donc dans le sens que les gens plus bas dans l'échelle avaient des plus petits taux d'amélioration. Mais ici, c'était vraiment une amélioration égalitaire. Et le point que je fais, c'est que je dis les marchés sont une force qui est beaucoup plus égalitaire que ce qu'on Exact. réalise parce qu'ils permettent d'échapper des employeurs abusifs. Ils te permettent de t'échapper de situations. Puis c'est pas parce que les employeurs nécessairement sont abusifs, c'est peut-être juste parce qu'ils sont dans une mauvaise place, sont à un mauvais endroit. Laisser les gens se déplacer vers les meilleures places, c'est la même chose que d'améliorer les politiques publiques dans toutes les places. Euh, de, D'avoir des nouvelles entrées de l'extérieur, ça permet d'avoir plus de concurrence, plus de bienfaits. Puis ce que je dis, c'est qu'en fait, aux États-Unis, ce qui était exceptionnel, c'est que les États-Unis avaient une économie incroyablement ouverte, incroyablement dynamique. Puis le point que je fais, c'est que je l'appelle
le Lean and Mean Egalitarian Growth Machine, que les États-Unis étaient capables de générer des améliorations exceptionnelles pour le bas 90% de la population quand tu tiens compte de la valeur de l'espérance de vie qu'ils ont gagné, qui était exceptionnelle pendant la période, le, les nouveaux biens qu'ils ont pu consommer, que les améliorations allaient largement et également vers eux que vers le top 1%. En fait, le seul groupe qui a vu des améliorations plus ou moins plus modestes, c'est les gens qui étaient entre le 90e et le 99e centile de la distribution. Donc, c'est tous des gens qui étaient avant des hauts statuts sociaux relativement aux autres, qui ont vu les plus pauvres les rattraper, mais qui n'ont pas gagné autant que les très, très riches. Donc, le point que je fais, c'était juste... mais pourtant, c'était les mêmes personnes, par contre, qui documentaient à quel point les inégalités ont augmenté, mais c'est parce qu'ils se comparaient, c'est comme si tu comparais la partie inférieure du top 10 avec la partie inférieure du top 10. Mais en réalité, quand on regarde le bas 90, eux avaient des gains exceptionnels dans cette période-là. Et c'est ce qui compte. En fait, pour moi, c'est l'amélioration du niveau de vie au bas de l'échelle. Je le valorise un tout petit peu plus que l'amélioration au top de l'échelle. Donc, c'est le point de ce livre-là. Ça s'en vient bientôt, mais vous avez le petit résumé en français dedans de ce qui est le résultat d'à peu près 5 ans de recherche puis une dizaine d'articles sur les inégalités. Quand même. C'est un bon travail. J'ai hâte à sa sortie. Ça fait longtemps que je l'attends. Là, je me demandais justement il était déjà sorti. Je cherchais dans des articles sur Internet où est-ce que tu avais publié, puis je ne l'ai jamais trouvé. Fait que, là, le livre s'en vient. Le livre s'en vient. Ouais. J'attends. C'est pas moi qui décide de la date de sortie. Les presses de l'Université de Chicago ont choisi une date en fonction que j'étais pas en concurrence avec d'autres produits intéressants que eux ont. Donc, ils veulent pas se cannibaliser eux-mêmes. Mais ils m'ont dit qu'ils étaient très confiants que ça allait. Ils espèrent que ça va bien fonctionner parce qu'ils trouvent que ça valait la peine. Maintenant, est-ce qu'ils sont trop optimistes? Je ne sais pas, mais En tout cas, moi, je trouve ça c'est super intéressant parce que, tu sais, là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que dans la période que tu es en train d'étudier, il n'y avait pas de taxation aux États-Unis, puis il n'y avait pas encore de banque centrale là, établie là, comme celle qu'on connaît, là, la Fed aux États-Unis. Fait qu'il y a vraiment des choses qui sont intéressantes à comprendre, puis dans le phénomène justement de la chose, l'État était présent dans une dimension importante à cette époque-là, c'était en éducation. Donc, les États-Unis avaient un petit État-providence très, très petit comparativement aux autres. Maintenant, quand tu inclus les dépenses de charité, de charité privée, ils n'étaient pas très différents de l'Europe, mais le support social, donc l'État-providence était à toute fin pratique ridiculement minuscule. Mais par contre, quand tu tiens compte des dépenses d'éducation, ils dépensaient beaucoup plus que certains pays européens. Et une des choses que je souligne dans le livre, c'est qu'une des choses qui était particulièrement unique aux États-Unis, c'est pas qu'il existait une grande intervention de l'État pour financer l'éducation publique, c'est que c'était souvent structuré de manière à ce qu'il pouvait exister un écosystème de marché autour qui complémentait l'action de l'État au lieu de s'y substituer. Donc, tu avais des écoles de correspondance qui étaient très importantes pour permettre l'éducation à des gens qui étaient moins éduqués pour commencer, de retourner à l'école à low cost. Et que ça explique une grosse partie des gains d'éducation. Que tu as le rôle de la concurrence qui venait des écoles de paroisses catholiques, où est-ce que, en fait, puis ça, c'est quelque chose qui est en cours de finition avec une collègue de l'Université de la Caroline, où est-ce qu'on regarde, est-ce que l'obéissance aux lois sur l'instruction obligatoire était plus élevée dans les endroits où il y avait concurrence entre écoles catholiques et écoles protestantes, donc il existait un réseau concurrentiel. Et on trouve que, oui, exactement, c'est là que, en fait, les lois d'instruction obligatoire étaient beaucoup plus efficaces. C'est pas dans les autres endroits, ils n'étaient pas inefficaces, mais ils étaient moins efficaces à booster la participation scolaire que dans les endroits où il y avait la présence d'un réseau compétitif. Fait que là, nous, ce qu'on essaye de dire, puis ce que je dis dans le livre, c'est que
la présence d'un écosystème de marché autour de ce que l'État fait a en fait complémenté l'action de l'État de telle sorte à ce que c'était plus efficace dollar pour dollar que ce que tu avais ailleurs. C'est pour ça que les gens oublient une chose importante sur les États-Unis. Les États-Unis sont un pays qui a atteint des niveaux d'alphabétisation excessivement tôt dans l'histoire humaine, donc de quasi universal literacy, comme on dit. Même les Noirs américains, que tu pourrais dire à conséquence de l'esclavage, ont un taux d'alphabétisation très faible, mais les Québécois en 1960 avaient moins d'années de scolarité que les Noirs américains. OK? C'est pour te donner une idée, là, puis c'est pas que le Québec était une société incroyablement pauvre par standard humain, c'était quand même une société assez riche pour les standards humains de, de l'époque, mais c'est pour dire à quel point les États-Unis étaient exceptionnels. Même le groupe le plus marginalisé aux États-Unis performait mieux que la majorité des gens sur Terre sur le plan éducatif. Ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas pu être mieux. Je ne suis pas en train de faire une défense de ça. Le point, c'est qu'il y avait quelque chose à propos des États-Unis sur le système d'éducation américain qui le transformait en superstar de capital humain pour l'époque et ce l'est encore aujourd'hui. Il y a une raison pourquoi les universités américaines, les écoles américaines génèrent des résultats exceptionnels pour les dépenses qu'elles font relativement à des pays comme la France, le Canada. C'est parce qu'il existe un écosystème de marché autour de l'action de l'État qui fait en sorte que je pense qu'il devrait avoir un plus petit État puis qui permet plus de place à cet écosystème-là. Mais qui complémente et donc évite tous les problèmes qui sont liés à la provision publique d'éducation. Puis dans le livre, ce que je souligne, c'est le rôle des marchés, en fait, était même, sans les marchés, ce que l'État faisait aurait été moins bon. Oui, exact. Ouais. Intéressant, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Vincent, c'est déjà la fin de notre podcast. On a été bon de faire tout ce sujet-là en 1h15. Pour finir, est-ce que tu peux proposer aux auditeurs un livre autrichien de la tradition autrichienne qui t'a inspiré et un livre de la tradition, en fait, un livre qui t'a vraiment influencé pour nos éditeurs qui sont curieux, qui aimeraient lire? Un des livres qui m'a beaucoup influencé, c'est celui de Joël Mokyr, Mokyr, The Enlightened Economy, qui est un excellent livre d'histoire économique, mais quand tu lis au travers, c'est vraiment bien écrit, c'est très plaisant, puis c'est sur l'histoire de l'économie britannique pendant la Révolution industrielle. Donc ça serait celui plus général. Pour un livre autrichien, honnêtement, qui est accessible au public en général, puis qui n'est pas une lecture très, très sec, j'en ai pas un qui me vient en tête. Qui m'a marqué, moi, personnellement. C'est tous les livres autrichiens que j'ai aimés, c'était tous des livres des livres académiques un peu plus dry, qui sont pas accessibles pour tous. Mais le meilleur dans ceux-là, c'est celui de Steve Horwitz, qui est, là j'oublie exactement le titre, mais c'est Micro Foundation and the Macroeconomy ou quelque chose comme ça, mais c'est des livres autrichiens, c'est mon préféré. Sinon, par contre, dans ce qui est accessible à tout le monde, j'ai pas grand-chose. Parce que la raison, puis ça revient un peu à ce qu'on disait au début, ce qui est autrichien, puis que tout le monde trouve évident dans la profession, donc ce qui serait grand public, tu verras pas de différence entre ce qui est autrichien et ce qui ne l'est pas. Les différences, tu les vois juste dans les portions où entre économistes on débat, mais ça veut dire le langage technique plus sec, puis pas aussi le fun à lire. Ouais, je suis d'accord. Il y a des livres qui sont c'est très, très académique comme lecture en général, ce que les Autrichiens, en fait, les éditions Liberty Fund de Ludwig von Mises ou du Murray Rothbard, ça va être très, très académique. Par exemple, si je peux en partager un, c'est Économie en une leçon de Henri Hazlitt, qui est une introduction vraiment, vraiment simple à la logique économique dans notre société. Donc,
Voilà, ça Ouais, fait mais le ça, tour. c'est pas exclusivement autrichien, c'est ça Non, l'affaire. non, c'est ça. Mais c'est un bon livre d'introduction. En fait, j'en ai une copie dans. C'était un des premiers livres que j'ai lu d'économie quand j'étais au, au cégep. C'était Ouais, c'est vraiment. En ça. fait, je suis pas sûr que c'était le cégep ou première année d'université, mais je l'avais bien aimé parce que ça se lit très bien et aussi Très parce qu'il a facile. été traduit dans toutes les langues. Mm, Donc, mm. ben pas toutes, mais un grand nombre. Vincent, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps. C'est très apprécié. Donc, sur ce, c'est la fin de notre épisode. Je vous remercie tout le monde de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à écrire en commentaire là, si vous avez d'autres sujets que vous voudriez que j'apporte. Euh, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et merci beaucoup. À la prochaine.